Bonjour les découvreurs, j'espère que vous allez bien. Je suis en belle compagnie aujourd'hui avec Gilles Lartigot que je vais laisser se présenter. Écoute, j'attaque direct alors, si tu veux que je fasse, que je me présente. Je m'appelle Gilles Lartigot. Je suis auteur, producteur de contenu également. J'ai écrit 2 livres, Hit, le tome 1 et le tome 2, qui sont devenus des best-sellers. Alors le premier tome porte sur les dérives de l'alimentation moderne, où j'établis un lien avec le développement de nos maladies dites de civilisation, en particulier le cancer. Et le tome 2, quant à lui, met en lumière les dérives de notre mode de vie. Notre mode de vie moderne avec la perte de notre autonomie et de notre capacité de résilience. Voilà. Je produis également un gros contenu via un club privé qui s'appelle le Hit Club, que j'ai créé en mars 2020, après le premier confinement. Et je produis donc tous les soirs des émissions en direct, en chat également avec mes abonnés, via une plateforme privée sur Internet qui s'appelle Patreon. J'ai produit à ce jour à peu près de 600 émissions avec des thèmes divers et variés qui ont pour seul but de donner des clés de compréhension pour comprendre cette société et pour ne plus la subir. Voilà, c'est un énorme challenge et surtout dans ce contexte de désinformation généralisée, mais bon, je pense qu'on va en parler toi et moi. Oui, tout à fait. Et ben ça me permet de faire le lien avec une première question. C'est comment vous informez-vous, justement? Vous parliez de sources d'information là. Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question en fait qu'il faudrait poser à chaque fois qu'on entame une conversation sérieuse sur des sujets de société avec une personne qu'on connaît pas forcément. Voilà. Les sources d'information sont très importantes. Donc c'est vraiment une question cruciale, tu vois, car elle met en lumière le fossé qu'il y a en fait entre ceux qui s'informent via des médias mainstream, les sources, tu vois, dites officielles. Et en fait, ces personnes ne font pas l'effort d'aller chercher eux-mêmes l'information, elles se contentent juste de s'abreuver de ce qu'on leur donne. Et puis il y a ceux en fait qui font la démarche d'aller chercher leurs propres informations. Alors on va les chercher via des sources et des médias qui sont indépendants. Indépendants, ça veut dire qu'ils sont en dehors des lobbies et des puissances d'argent. Voilà. Parce que aujourd'hui, ces puissances-là, les puissances d'argent et les lobbies, ce sont eux en fait qui contrôlent les médias. D'accord. Et par rapport à ce tri finalement, ça implique un effort de la part des gens. Il ne faut pas attendre que l'information arrive à nous. Mais non, parce que si elle arrive à toi, c'est qu'elle a été choisie par quelqu'un d'autre. Donc si on part du principe qu'on n'est pas là pour nous éduquer, on est là plutôt pour nous abêtiser. Moi je suis de la génération des années 60, donc j'ai vu, je dirais, l'évolution de la télévision, notamment cette dérive qu'on a connue après la libéralisation des ondes, notamment dans les années 80. Ça s'est accentué avec une télévision qui est privée, qui n'était plus une télévision étatique. Bon, la télévision étatique avait aussi d'énormes désavantages puisqu'elle était au service en fait de l'État. On a vu qu'il y a eu énormément de désinformation à l'époque de mai 68, à l'époque de l'ORTF avec Charles de Gaulle et puis tout ce gouvernement qui était en place. Après, malheureusement, ces médias se sont tombés dans les mains de privés et en fait, comme c'est aujourd'hui un des premiers pouvoirs, notamment de propagande, on ne peut pas juste se contenter de ce qu'on nous donne. Voilà. Il faut comprendre que ce qu'on nous fait avaler, voilà, en fait, à longueur de journée, dans ces médias mainstream, en fait, c'est dirigé à des fins de propagande. Quand on se rend compte de cet état de fait, en fait, on ouvre les yeux sur un nouveau monde, carrément. Un monde, en fait, tellement vaste qu'on est vite aveuglé. Donc il faut faire le tri sous peine de souffrir d'info-obésité. Tu sais, l'info-obésité, c'est que voilà, nous ne sommes pas des êtres omniscients, on ne peut pas tout savoir sur tout, mais lorsqu'on se rend compte qu'on a été leurré, trompé depuis l'école en fait,
on a envie de tout savoir, voilà, mais on ne peut pas tout savoir sur tout, quoi. Il faut faire le tri, et on fait le tri entre ce qui nous est nécessaire, ce qui nous est urgent, vital, voilà. On n'a pas tous les mêmes propriétés. Mais en fait, lorsqu'on parle, tu vois, d'information, c'est un sujet, moi, qui me passionne, hein, puisque j'ai traité ce sujet dans le tome 2 de Hit. Il faut savoir, en fait, une seule chose, et c'est une chose vraiment très, très importante, c'est que les médias, en fait, sont l'arme de propagande massive qui est aux ordres de ceux qui mènent le monde. Voilà, je répète cette phrase, parce qu'elle est très importante. Les médias sont l'arme de propagande massive qui est aux ordres de ceux qui mènent le monde. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. Donc je disais, De Gaulle disait que c'était à l'époque le 4e pouvoir, la presse. Hein. Mais aujourd'hui, en fait, c'est devenu le premier des pouvoirs avec le développement de la télé et surtout le développement phénoménal de l'Internet et des réseaux sociaux. Voilà, une information aujourd'hui peut faire le tour du monde en quelques secondes, quoi. Voilà. Et donc c'est devenu le premier des pouvoirs. Voilà. C'est bien en dessus des pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires. Voilà, c'est pas une lubie, en fait c'est un fait. C'est ceux qui contrôlent les médias contrôlent les peuples. Voilà. Je peux te développer ce point si tu veux. Ah bien sûr, bien sûr, j'ai une question qui vient, mais... moi je suis passionné par l'ingénierie sociale. Je pense que tu as entendu parler de ce concept d'ingénierie sociale. Oui, tout à fait. Après, ça peut être intéressant peut-être de rappeler rapidement ce que c'est pour nos auditeurs. Alors, oui, je peux rappeler rapidement ce que c'est. En fait, l'ingénierie sociale, c'est l'art d'influencer l'opinion publique. L'art d'influencer l'opinion publique. Tu vas me dire, comment ça, on influence notre opinion ? Oui, en fait, ça date pas d'aujourd'hui, ça date du début du XXe siècle, dans les années 20, en fait. C'est un concept qui était développé par Édouard Bernays. Et Édouard Bernays, en fait, c'est le neveu du psychanalyste Sigmund Freud, et il est considéré, en fait, comme le père de la propagande politique. Et c'est aussi le père de l'industrie des relations publiques, tu sais, ce qu'on appelle aujourd'hui les RP. Tu vois. Et donc, c'est toutes ces actions, les actions de Bernays, début du XXe siècle, ont fortement en fait, contribué à développer toute notre société en fait, de consommation, ce consumérisme qui a explosé notamment aux États-Unis. Voilà. Mais Bernays, c'est aussi le père de la publicité. Voilà. Comment convaincre un client d'acheter ? Ça, je peux t'en parler, puisque j'étais publicitaire, donc ça faisait partie des nombreux métiers que j'ai exercés dans le passé. Donc, ça fait partie également aujourd'hui de tout ce qui est, tu vois, les influenceurs. On peut dire que Bernays, c'est le père aussi des influenceurs. Hein. Bien sûr. Les influenceurs, tu vois, sur Instagram, enfin, sur les réseaux sociaux, quoi. Et ça concerne donc la politique et le sociétal. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça reste abstrait. Je vais te donner 2 exemples. 2 exemples qui sont un sur la publicité, l'autre sur la politique. Le premier, Édouard Bernays, en fait, a travaillé, donc là aussi, donc début des années 20, comme publicitaire, en fait, pour l'industrie du tabac. Tu sais que le tabac, dans les années 20, on faisait beaucoup de publicité, même les toubibs disaient, ouais, fumer, c'est bon pour la santé, tu vois, enfin, c'est hallucinant. Tu te replaces aujourd'hui, tu te dis, oui, il y a des publicités, cherchez par vous-même, ceux qui nous écoutez. C'est génial, il y a des publicités qui sont juste extraordinaires. Mais par contre, en fait, c'est en fait Bernays qui a encouragé les femmes à fumer, tu vois, pour faire preuve d'émancipation féministe et de modernité. Parce qu'à l'époque, donc dans les années 20, donc, il y avait un tabou extrêmement fort, tu vois, et les femmes très peu fumaient, et celles qui fumaient, elles se cachaient, quoi. Elles fumaient pas en public, tu vois. Alors le problème, c'est que l'industrie du tabac, ça l'a coupé d'une bonne moitié, tu vois, de sa clientèle potentielle. C'est coupé donc de revenus substantiels, voilà. Et donc Bernays va être embauché, alors je ne me rappelle pas le nom, c'était un gros ponte en fait de l'industrie du tabac. Et en fait, Bernays va mettre au point pour lui, pour cette industrie du tabac, en fait une action qui va avoir une énorme médiatisation, et en fait ce sera le début d'un changement des mentalités où les femmes vont se mettre à fumer. Alors je te raconte l'histoire, on est en 1929, et la ville de New York organise chaque année à Pâques une célèbre parade. Il y a un groupe donc, de jeunes femmes qui avaient caché des cigarettes, et un signal donné, en même temps elles les sortent, elles les allument,
et devant des journalistes et des photographes. Alors bien sûr, les journalistes et les photographes, ils avaient été prévenus avant, tu vois. On leur avait dit, vous verrez, il y a des suffragettes qui font venir. En fait, les suffragettes, c'était des militantes politiques anglaises qui, dans les années 1900, en fait, revendiquaient le droit des femmes au Royaume-Uni. Et donc les photographes et journalistes, ils disaient là, tu vois, ils étaient un peu à l'affût, qu'est-ce qui va se passer? Et d'un coup, tu vois une troupe de femmes qui toutes, allument la cigarette. Et donc ça a fait un coup d'éclat, tu vois. Et dans les jours qui suivirent l'événement, c'était dans tous les journaux, sur toutes les lèvres, on parlait que de ça, voilà. Mais écoute bien, l'accroche, en fait, la sémantique a été géniale, en fait. On appelle ça les éléments de langage. Parce que les jeunes femmes, en fait, elles expliquaient que ce qu'elles faisaient, tu vois, ce qu'elles allumaient, en fait, la cigarette qu'elles allumaient, c'était en fait des flambeaux de la liberté. Tu vois, des torches of freedom, tu vois. C'est énorme, tu vois. Donc, je fume, regardez, c'est interdit, donc je prends une cigarette, je fume, donc je montre comme ça, tu vois, ma liberté, voilà, je suis libre de faire ce que je veux, quoi, voilà. Et c'est un fait en fait qui te montre le pouvoir en fait de manipulation, comment on crée un marché, comment on manipule l'opinion publique. Parce que c'est Sarkozy qui disait c'est pas la réalité qui compte, mais la perception de la réalité. Voilà. Et le deuxième exemple que je te donne, là on passe de la publicité à la politique, on est en 1917, donc avant. Donc, c'est pendant cette première guerre mondiale, tout ça, et Bernays, en fait, travaille pour le président Wilson. Et il crée, en fait, un comité qui s'appelle le Comité d'information publique, et c'est tout un arsenal avec différents outils, différents messages et propagandes, donc qui passent à travers les médias, en fait, pour préparer la population américaine à l'entrée en guerre. Mais à savoir que Wilson, lorsqu'il s'est fait réélire en 1916, il a été élu justement pour avoir une position pacifiste. Le mec, il fait quasiment volte-face, tu vois. Donc Bernays est là, il va créer donc des slogans, dont le slogan, tout le monde connaît, hein, c'est ce visage de Monsieur Américain avec l'US Army, I want you. Tu sais, avec ce gars qui te pointe du doigt. Voilà. Un peu barbu avec un grand chapeau, là. Ouais. C'est ça, voilà. Donc en fait, en un an, tu vois, ils ont retourné en fait l'opinion. Voilà. Il y a aussi, je t'avais sélectionné une citation aussi de Bernays qui est super intéressante et surtout replacée dans le contexte de la crise actuelle. Donc on va pas parler, hein, pas qu'on soit, voilà. Donc la crise actuelle, bon, tout le monde la connaît, hein, c'est une crise donc sanitaire. Et c'est aussi une crise donc politique, bien évidemment. Bernays disait « Gouverner de façon invisible et convaincre du bien fondé des mesures que la population n'aurait jamais acceptées si tout allait bien. Alors on crée un problème pour le résoudre en amenant la solution qui nous arrange. » C'est fort ce qu'il dit. Hein. Oui, bien, ça fait mettre les choses en perspective, et justement par rapport à cette perspective, donc on parlait des médias mainstream qu'on connaît tous, mais comment on peut identifier des sources d'informations légitimes? Alors je ne vais pas parler de vérité évidemment, mais la question que je me pose, c'est qu'un média où il n'y a pas forcément d'argent n'est pas forcément un média sur lequel on peut s'appuyer pour comprendre l'actualité aussi. Pourquoi ? Ça peut servir des intérêts autres que l'argent, par exemple. Donc, la question que je me pose, c'est comment on peut s'assurer, en tout cas un minimum, que tel ou tel média est une source d'information fiable. Pourquoi on parle que des médias? Tu t'informes via des livres. Tu t'informes via des personnes aujourd'hui qui sont compétentes sur un sujet. Et il y en a des tonnes, et ces gens-là ne passent pas dans les médias. Il faut s'intéresser à ces personnes-là. Alors comment, là, ça m'intéresse, hein. Comment on identifie ces personnes, justement? En faisant fonctionner tes neurones. Oula, c'est un grand défi, là. Non, c'est pas un grand défi. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? Je peux pas, moi, te donner mes sources d'informations. Je les donne par rapport aux membres qui sont dans mon club. On échange bien sûr ce type d'informations, mais c'est à toi notamment de les trouver. Et je pense que tu les as déjà trouvés. Tu ne me poserais pas la question sinon. Après, moi je suis juste là pour éveiller, hein, pour poser une petite graine, hein, qui n'aura qu'à germer. Mais
Mais je peux, voilà, les sources, elles sont assez facilement identifiables. En fait, il ne faut pas forcément les chercher sur Facebook, il ne faut pas les chercher sur les réseaux sociaux. Il faut aller sur des sites indépendants, il faut voir des vidéos de conférences, voilà, c'est souvent des vidéos qui sont relativement longues. J'ai remarqué que beaucoup de personnes s'informent avec des petits flashs d'infos. 30 secondes, 2, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, oh là là, les vidéos d'1 heure et demie, oh 2 heures, mais non, je ne l'ai jamais regardé. Bah oui, il faut regarder. Donc il faut trouver en fait sa porte. Moi, tu vois, la porte, je l'ai trouvée il y a plus de 10 ans avec justement les enquêtes dans le domaine de la protection animale. Et ça m'a ouvert d'autres portes. Et j'ai constitué comme ça un puzzle, j'ai reconstitué ce puzzle pour comprendre le monde dans lequel je vivais. C'est à chacun d'ouvrir sa propre porte. D'accord. C'est à chacun de prendre conscience. Je peux pas te dire, tu vois, il y a, par exemple, c'est une arnaque totale, tu vois, des sites, notamment des journalistes, enfin pas des journalistes, plutôt je dirais des associations qui se sont mises ensemble pour dire ce qui est vrai et ce qui est une fake news, d'accord ? Oui. Donc c'est le ministère de la vérité dans le roman d'Orwell 1984. Bah, donc, j'ai remarqué surtout que dans pas beaucoup aller d'émissions, ils le font maintenant. Mais il faut surtout pas aller vers des gens comme ça, surtout pas. Il faut en priorité. Voilà, et ça peut être une piste intéressante. Allez écouter, allez voir en priorité ceux que les médias désignent comme ennemis publics numéro 1, ceux qu'on a boycottés, voilà. Ceux dont on a coupé la parole. Alors c'est vrai que je me méfie toujours, alors que ce soit positif ou négatif, de l'unanimité, vous voyez. Il n'y a pas d'unanimité, il n'y a jamais d'unanimité. Mais c'est un bon critère. Quand quelqu'un qu'on invite, qu'on ne veut plus inviter dans les médias, il y en a quelques-uns en France, hein, que ce soit des sociologues, que ce soit voilà, des gens qui sont dans différentes, je dirais, professions, voilà, qu'on n'invite pas dans les médias et qu'on dit non, celui-là, en fait, c'est pas bien ce qu'il pense. Voilà. Mais qu'est-ce qui te permet de dire que c'est pas bien ce que la personne pense ? Oui, et surtout, j'ai l'impression, alors c'est une question que je voulais me poser, c'est comment remettre en question ses propres croyances. Parce que partant du principe que justement, on va faire cet effort d'information, on a du mal à accepter un point de vue différent, finalement. Parce que ça remet en cause nos propres croyances, et encore plus quand le point de vue est argumenté et le déroulement est logique. Donc comment avoir cette... alors, je vais peut-être pas parler d'humilité, mais juste accepter le fait de remettre les choses en question de son côté. Comment tu peux te confronter comment accepter, tu vois, une remise en question, c'est ça ? C'est ça. En fait, c'est toujours associé à un élément déclencheur. Voilà. Si tu n'as pas cet élément déclencheur qui va te booster pour aller chercher toi-même l'information, pour te remettre en question, en fait, tu vas rester emprisonné. Oui, c'est dans de une la prison, pensée, prison un petit peu ouatée, chacun a son confort, hein, plus ou moins luxueux. Mais voilà, on a un toit, on a un boulot, même quand on n'aime pas, mais bon, on a quand même de l'argent à la fin du mois, on peut se payer des distractions, du Netflix, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, tu vas rester dans une espèce de situation où tes capacités d'analyse, de compréhension sont complètement chloroformées, tu vois, tu es anesthésié en fait. Je pense que c'est le cas d'une grande partie de la population. Ouais, et... Complètement anesthésié. Et du coup, selon vous, il faut ce choc, enfin, c'est cette prise de conscience à la faveur d'un événement, quoi. Ouais, je pense qu'il faut un événement déclencheur. Voilà. Après, vous aurez toujours des sources autour de vous pour vous conseiller d'écouter telle et telle personne. Voilà, il faut rester curieux, il faut rester ouvert. Curieux, c'est quand même une grande qualité. Alors, justement, la curiosité et l'ouverture d'esprit, à un moment donné, tous, on a ce biais, on va finir par s'informer auprès des sources, quelles qu'elles soient, qui vont confirmer notre démarche, nos idées, et je vois rarement des gens, là je vais être très schématique, mais quelqu'un qui a des idées de gauche
s'informer auprès de médias de droite ou vice-versa, vous voyez. C'est assez rare. Donc là aussi, du moment où tu as conscience que la droite et la gauche, ça n'existe pas, en fait, il faut remonter à l'histoire. Faut remonter à l'histoire. Il faut connaître notre histoire. Si tu connais pas ton histoire, tu peux pas comprendre le passé, tu peux pas comprendre le présent. Je dis souvent que l'histoire, comprendre l'histoire, c'est comprendre le présent. C'est pour ça que c'est très très important. Si on reste juste sur gauche-droite et ce que nous donnent les médias, de toute façon, on n'est pas politiquement, on n'est pas du tout instruit. On n'est pas du tout instruit. Mais tu sais, quand tu as cette prise de conscience, peu importe la porte que tu ouvres, mais tu vas tomber sur une personne, tiens, c'est intéressant, peut-être ceux qui ne me connaissent pas vont vouloir en savoir plus, ils me googlisent, voilà, il y a des centaines, des milliers de vidéos, d'informations sur mon compte, où vont lire un livre, et puis ça va les amener à autre chose, tu vois. Il y a toujours une porte d'entrée, voilà. Après, c'est comme, tu vois, tu commences à tirer en fait sur un fil. C'est un fil d'une pelote de laine, tu vois, tu vas être entraîné dans une dynamique, voilà. Mais tu vas toujours analyser à travers le prisme, en fait, ton propre prisme. Le prisme de ton savoir, tu vois, avec tes certitudes, tes préjugés, etc. Voilà. Il y a un exemple que je cite souvent, parce que pour moi, c'est un exemple assez révélateur. C'est la Révolution française. Voilà. Si tu demandes à, par exemple, beaucoup peut-être pas que des enfants, hein, même des adultes, hein, ce qui pensent de la Révolution française, on va te dire, oui, c'est le peuple qui s'est révolté, il a guillotiné le roi, quand le roi de France, c'était des tyrans, des dictateurs. C'est les bourgeois, oui. Oui, on sait que c'est les bourgeois qui ont voulu rapacier les aristocrates, tout ça, mais bon, il y a eu aussi un rôle, la franc-maçonnerie, dans la Révolution française, il y a eu des trucs... Là, j'ai fait une émission d'histoire sur Robespierre, tu vois. Alors, Robespierre, il est adulé par, entre guillemets, les partisans de gauche à la Mélenchon, tu vois, et c'était l'instigateur de la terreur pour des conservateurs dits de droite. Parce que, bon, on confond la droite, si tu veux, on la confond également avec la droite d'affaires, voilà. Mais la droite, c'est avant tout la conservation de l'histoire, du patrimoine, des valeurs, etc. Mais la Révolution française, c'est très très intéressant. Et en fait, c'est ce qu'on nous apprend en fait dans les livres d'histoire, tu vois, que le roi était un tyran, voilà. Mais après la Révolution française, on te vante le siècle des Lumières, tu vois, rien que le nom, le siècle des Lumières, on dirait qu'avant c'était dans les ténèbres, tu vois. T'as le Moyen-Âge, la Renaissance, qui étaient des périodes extraordinaires, tu vois. On a sacralisé aussi la fameuse République. On ne sait pas ce qu'est la République, ça représente quoi la République, c'est quoi la laïcité, pourquoi on a voulu mettre en place la laïcité, pourquoi on a voulu comme ça, je dirais, se couper de l'Église, du catholicisme, tout ça. Alors, et quand tu étudies cette période, avec d'autres sources, bien sûr, que celles de l'école républicaine, et des livres de Fernand Nathan, là, tu t'aperçois que il y a une autre histoire. Après, à toi de faire, le tri, entre guillemets. De faire le tri, t'as pas un tri à faire parce que t'es pas historien, tu vois. Après, tu lis, déjà, il faut lire, s'intéresser à l'histoire, et pour comprendre, il faut se former politiquement aussi. Il faut se former politiquement. Et beaucoup trop de personnes aujourd'hui ne s'intéressent pas du tout à la politique. La politique, c'est devenu de la politique spectacle. Hein. Je regardais, là, je vais faire une émission ce soir sur Face à Baba, là, justement, où maintenant, la politique, c'est au théâtre ce soir, quoi. Mais ça, c'est important de se former politiquement. Mais est-ce que justement se former politiquement, le principal problème est que les gens n'arrivent plus à se parler. C'est que finalement, on va commencer à avoir une discussion politique, c'est la caricature du repas familial. Oui, mais alors, tu peux avoir une discussion politique. Moi, je ne parle pas politique avec des gens qui ne comprennent rien. Si quelqu'un me dit, je lui demande, c'est quoi tes sources d'information? Ok, tu veux qu'on parle politique? D'accord. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu connais? Si c'est juste du média mainstream, BFM TV, CNews, ou les guignols de l'info à l'époque, non, laisse tomber. Pourquoi laisser tomber justement? Parce que laisser tomber parce qu'il y a trop de travail. Mais non, il y a trop de travail. Il faut juste initier, si tu veux, une idée.
en disant voilà, ouvrir une porte et puis la personne elle va s'instruire, mais c'est pas la peine de discuter. C'est pas la peine de discuter parce que tu te rends compte, tu te bats par rapport à quoi? Tu te bats avec des années comme ça de propagande télévisuelle et médiatique sur la lobotomisation d'un cerveau. Tu ne parles pas d'un cerveau lobotomisé. Ouais, mais donc du coup, dans ce cas-là, il y a quelque chose un peu de désespérant et Exactement. c'est une façon de... Alors je vous pose la question, mais quelque Exactement. part, c'est une façon de mettre les gens dans des cases aussi, quoi, les lobotomiser et les gens peut-être plus éclairés, entre guillemets. Non, 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 c'est juste une question d'instruction. Alors d'instruction, certes, mais c'est plus le fait que vous rompiez le contact, que pour vous, entre guillemets, c'est peine perdue. Mais écoute, moi, j'ai pas à perdre de temps. J'ai pas à perdre de temps. Je fais un métier, je suis un auteur, je suis un personnage public. Voilà, et j'ai énormément de lecteurs. Et moi, je travaille pour eux. Voilà. Donc moi, je produis du contenu. Je suis pas là à convaincre. Je suis pas là en meeting, tu vois. Je suis pas un homme politique. Moi, je me présente rien. Je vends rien. Hein. Oui, oui, c'est Je veux vrai. juste susciter l'intérêt. Voilà. Après, pour débattre avec des gens qui ont même des idées contradictoires par rapport aux miennes, mais qui ont un cursus et qui se basent, voilà, qui a je dirais, des fondations, pourquoi pas? Mais je t'avoue que c'est pas ma tasse de thé. Le travail est ailleurs aujourd'hui. Oui, parce que en fin de compte, bon, je sais que vous êtes une personne engagée, voilà, vous avez des idées claires et vous les défendez, mais est-ce que justement, vous, ça vous frustre pas de vous dire, bon, ben, au final, là, j'ai croisé telle ou telle personne, il avait l'air de vouloir discuter, mais bon, vu qu'il part de trop loin, j'ai pas voulu Non, non, perdre. non. Ceux qui me demandent, si tu veux, des liens, ceux qui me demandent des informations, des conseils, je suis toujours prompt à les donner. Hein. Toujours. Il faut que la personne juste en émette le désir. D'accord, ok. Oui, c'est que Voilà. vous allez pas faire Don Quichotte contre Je les moulins à vais... vent, ouais. Non, non, non. Je veux pas parler à des gens qui s'informent juste par Facebook, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est la perte de temps. Ouais, vous pensez que c'est... Alors, moi je réfléchis en même temps qu'on se parle, mais que des personnes qui ne vont s'informer, par exemple, que via les réseaux sociaux, entre guillemets, ils sont perdus et c'est quasiment impossible de... Alors les ramener à la raison, je sais pas si c'est l'expression, Mais mais... pourquoi tu veux lui ramener la raison? Chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Moi, chacun fait ce qu'il veut. Je te parle pas là pour convaincre qui que ce soit. Hmm. Oui, Je te à la parle limite faire juste pour... réfléchir, quoi. ouais, je te parle pour émettre voilà, mon opinion sur le sujet. Et puis donner envie aux personnes qui nous écoutent de s'informer différemment. Parce que le gros frein qu'il y a aujourd'hui, c'est la mainmise de l'information par des groupes qui sont aux mains de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui nous dirigent, et qui nous font avaler, je dirais, des couleuvres et qui nous promettent monts et merveilles. Et, euh, et en fait, si on n'a pas cette capacité d'analyse, si tu veux, des bases et des fondations solides de certaines connaissances, on ne pourra pas faire le tri, on ne pourra pas faire la part des choses, on ne pourra pas comprendre qu'on est en train en fait, de nous raconter des sornettes. Hmm. Parce que je pense que la communication entre les gens et voilà des opinions diverses, c'est ce qui nous manque cruellement en ce moment. Et vous voyez, bon, on va parler peut-être actualité, là, une petite parenthèse, mais bon, il y a des gens qui veulent se vacciner, d'autres qui ne veulent pas, voilà, c'est un état de fait. Et c'est vrai que parfois il peut y avoir voilà, des actions contre des élus. Il y a pu y avoir voilà, deux, trois incidents. Et les gens après ont tendance à mettre toutes les personnes qui ne veulent pas se vacciner dans le même panier. Voilà, il y a que des gens complètement excités, prêts à cracher sur des élus, que en gros les gens non vaccinés, c'est ça. Alors que finalement il y a une diversité aussi au sein de ces gens, quoi.
Et il faut peut-être se responsabiliser ou être digne de ses idées et maintenir justement cette communication, montrer par exemple quelqu'un qui ne serait pas vacciné. Bon bah voilà, moi je suis pas vacciné pour telle et telle raison, on peut en discuter. Pareil pour quelqu'un qui est vacciné Mais pourquoi tu d'ailleurs. veux en discuter? Pourquoi tu veux discuter la vaccination? C'est quoi ce délire? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ah non, bien Tu te rends sûr. compte comme c'est grave? Ah non, mais bien sûr. Quelqu'un va te demander, tu es vacciné, tu n'es pas vacciné? Ah non, non, mais là, c'est, comment dire, c'est une question très personnelle et moi aussi ça me Oui, choque. mais tu vois le délire dans lequel on est aujourd'hui. Ah oui, oui, ah non, Tu mais vois le délire dans c'est clair lequel que on est aujourd'hui. c'est Et c'est dingue. pas pour rien que je te parlais de Bernays, c'est pas pour rien que je te parlais aussi de cette manipulation, si tu veux, pour accepter l'inacceptable. Voilà. Aujourd'hui, en 2020, en 2021, nous avons accepté l'inacceptable. Comprenne qui pourra. Ouais. Mais du coup, alors là, je sors de l'actualité, mais quand on va parler de ces idées, euh, est-ce que voilà, on n'a pas aussi une responsabilité d'être digne de ces idées, justement, dans son comportement, sa façon d'être ouvert d'esprit, justement, on en parlait Bien tout à l'heure. entendu, bien entendu. Mais t'as des fous furieux de partout. Ah, oui, bien sûr. Voilà. T'as des chasseurs complètement tarés, et t'en as qui sont très respectueux, comme l'était mon grand-père, mais bon, c'était une autre époque. Hein. Et t'as des policiers complètement, qui ont des comportements qui sont indignes, et t'as des policiers qui sont remarquables, et t'as ça dans toutes les professions. T'as des avocats véreux, t'as des avocats qui vont défendre la veuve et l'orphelin. T'as le tout dans toutes les professions. Mais si les personnes n'ont pas encore compris que toutes les manifestations, notamment les Gilets jaunes, ont été infiltrées comment? Parce que la violence vraiment venait des Gilets jaunes. Tu vois, tous les mouvements de foule, en fait, aujourd'hui, c'est tellement facile de manipuler l'opinion. Tellement facile de manipuler l'opinion. Tellement facile de programmer un attentat sous faux drapeau pour faire croire que l'ennemi, pour désigner l'ennemi. C'est tellement Bien sûr, oui. facile. Tellement facile. Mais quand tu comprends ce qu'est un attentat sous faux drapeau, quand tu as des exemples dans l'histoire qui ont été prouvés avec des faits, voilà, qu'on étudie ce qui s'est passé avec l'assassinat de Kennedy, voilà, les gens vont comprendre le pouvoir de l'État profond. Quand on te dit État profond, ouais, mais on va te citer, voilà, de suite c'est complotiste, donc voilà, pour moi c'est un compliment. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut continuer à... Là, voilà, je reste sur cette notion de communication, mais ça, les gens qui, comment dire, vont pas chercher à comprendre les idées de quelqu'un parce qu'elles changent justement des médias mainstream et d'emblée lui dire que c'est un complotiste, enfin comme si voilà, il lui mettait la responsabilité de toute la misère du monde sur le dos. Euh, je pense que c'est peut-être parce qu'on se parle plus suffisamment et que si justement on entendait nos idées, alors sans chercher à se convaincre, mais juste voilà, on peut s'en parler calmement, ce serait moins éruptif quoi. Et c'est vrai qu'on sent cette crispation, il y a quelque chose quasiment comme si défendre une idée était ressenti comme une attaque dans beaucoup de sujets de discussion quoi. Alors que il faut accepter que la personne en face puisse penser différemment, parfois à l'autre extrême de ses propres opinions, et ne pas le prendre comme une atteinte à sa personne, quoi. Bien sûr. Parce que maintenant, enfin, j'ai l'impression Bien que... sûr, mais moi, si tu veux, aujourd'hui, au stade où j'en suis, je suis pas là pour débattre et puis pour Ouais, mettre mes idées en question. J'ai compris beaucoup de choses depuis 10 ans. J'essaye d'en faire profiter ceux qui m'écoutent, ceux qui me lisent et ceux qui me suivent. Et j'avance. Voilà, le travail est énorme. Le travail qu'on a à faire aujourd'hui, il est énorme. Le travail de résistance par rapport à l'oppression que l'on vit, notamment en France. Donc, soi-disant, le pays des droits de l'homme. Il faut savoir ce que sont également les droits de l'homme. Mais qui sait ce que sont les droits de l'homme? Les gens, ils ne savent pas qui les ont créés, mais à quelle fin. Voilà, il y a beaucoup si tu veux, de choses à comprendre, à apprendre, et il faut trouver la bonne porte. Voilà, il faut trouver le bon intérêt, et c'est à chacun de trouver en fait son propre intérêt, sa propre porte. Et c'est pas à l'autre de provoquer ça. Hein.
Hmm. Moi, personne ne m'a provoqué, personne m'a tendu la perche. Voilà, je suis juste resté ouvert. Et j'ai lu les signes que m'envoyait la vie, le destin, et puis j'ai fait mon chemin comme ça. Bah, c'est drôle que vous le formuliez comme ça parce que effectivement, je pense que dans là, les derniers mois, les dernières années, on a été, certaines personnes ont pu entrevoir des signes, voilà, se poser des questions, mais n'ont pas forcément le courage de s'engager ou, alors, j'allais dire sortir du bois, mais c'est un peu ça, c'est assumer qu'ils ils changent un peu de prisme et pouvoir en parler. Mais j'ai l'impression qu'ils craignent voilà, de se faire taxer, ben, par exemple, de complotiste, on employait le mot tout à l'heure. Et donc voilà, on préfère ne rien dire, mais dans son fort intérieur, on se pose des questions, quoi. Et on les assume pas, ces questions, j'ai l'impression. Bien sûr, Mais bien sûr. comment on peut. Enfin, je sais pas si. Voilà, il y a des conseils, mais avoir le courage de s'engager, justement, et c'est pas forcément aller battre le pavé dans la rue, mais au moins assumer ses idées qui peuvent être différentes de la masse. Écoute, je pense qu'il vaut mieux appliquer la technique de l'homme gris, hein, de rien dire. À l'heure actuelle, il vaut mieux garder ses opinions pour soi. Voilà. La période est trop dangereuse pour ça. Hmm. Et c'est pas. Alors, je me demande si c'est pas finalement, entre guillemets, alors capituler, c'est peut-être un peu difficile, mais est-ce que c'est pas donner raison aux personnes voilà, avec qui on n'est pas d'accord, par exemple que de... Mais pourquoi tu veux toujours donner raison à qui que ce soit? Chacun a son opinion. Moi, les gens qui sont pas d'accord avec moi, je les ignore, quoi. Qu'est-ce que je n'ai à foutre? Hmm. Tu vois? Tu es là dans une démarche toujours de convaincre. Moi, je suis pas du tout dans cette démarche-là, hein. Moi, je suis dans la démarche de donner envie d'apprendre, d'éveiller ceux qui nous écoutent. Oui, semer des graines, comme vous le disiez tout à l'heure. Exactement, c'est la dédicace que je fais sur tous mes livres. Voilà. Ce livre est une petite graine qui ne demande qu'à germer dans un esprit fertile et dissident avec de la lumière et beaucoup d'amour. Voilà, c'est mon objectif aujourd'hui. Je suis pas là pour convaincre, pour débattre, pour... Non, moi je suis là pour apprendre. Voilà. J'apprends, je veux grandir, je vais m'élever, je vais me coucher plus intelligent que quand je me suis levé le matin. Voilà. Apprendre, avoir un bagage linguistique. Moi, j'ai énormément perdu, que ce soit à l'oral, même à l'écrit. Je lis beaucoup trop de messages que je reçois. Je lis beaucoup trop de choses sur les réseaux sociaux parce que je dois être sur les réseaux sociaux. C'est ma seule moyen aujourd'hui, puisque je suis blacklisté en télé depuis le tome 2, justement, où je parle des lobbies pharmaceutiques et du survivalisme. Donc ça m'a fermé les portes des médias mainstream, donc je reste sur les réseaux sociaux, et c'est juste incroyable. Les mots sont pas dans le bon ordre, il y a des fautes d'orthographe de partout, je me mets les mains sur la tête, quoi. Et ça t'impacte. Donc en fait, le remède à ça, c'est qu'il faut beaucoup lire, tu vois. Donc je lis beaucoup, voilà, je lis environ 2-3 heures par jour. Parce que j'ai la chance de faire un métier où voilà, je dois lire des bouquins, et j'essaye de compenser. Mais si là, une personne ne lit pas et écoute juste les niaiseries qu'elle entend à la télévision, ou alors va lire des choses sur les réseaux sociaux, des posts où il y a une faute quasiment à tous les mots, où une phrase est mal orthographiée, ou alors elle est mal, si tu veux, agencée au niveau de la grammaire, elle est mal tournée, c'est terrible. C'est terrible. Ah bah Je trouve c'est assez qu'aujourd'hui... parlant sur, comment dire, la structuration des idées, quoi, finalement. Écoute, j'ai une chronique justement dans le tome 2, justement sur le pouvoir des mots. En fait, qui ne maîtrise pas le langage ne peut pas penser. Il faut avoir des mots pour penser. Si tu n'as pas de mots, si tu n'as pas de bagage linguistique, tu n'auras pas de mots, pas de pensée. Et aujourd'hui, le bagage linguistique, justement, a fortement diminué. On voit le niveau du bac aujourd'hui. Il paraît que plus de 80 ou 85% des élèves ont le bac, mais le bac n'est même pas l'équivalent du certificat d'études dans les années 60. Bon, après, oui, si, quand on dit ça, il y a plein de personnes qui vont pousser des cris d'orfraie, voilà, mais c'est sûr que quand on voit écrire
les gens sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que ça, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de fautes d'orthographe au niveau syntaxique. Voilà, c'est pas forcément raccord. Tu penses que le niveau de l'école a augmenté? Ah, alors là, si vous me demandez ma conviction, non, je pense pas, non. Ah, ok. Ah non, non. Tu es d'accord. Ah non, 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 Ok. mais je pense qu'il y a... Alors, je suis même pas sûr qu'ils soient convaincus de leur propre opinion, mais que des gens, vous diraient droit dans les yeux que, oui, ça a augmenté, que les gens maintenant sont beaucoup plus autonomes, voilà, avec la technologie, etc. Savent chercher l'information, ça aussi, Merde. j'ai déjà entendu. Ils savaient pas écrire. Merde. Non mais en plus le pire c'est qu'on n'a plus besoin de savoir écrire maintenant. Vous dictez sur votre téléphone l'ordinateur et il vous Écoute, met- c'est pas au point. Hein. Ah, pour te dire, je pense que c'est pas au point. Mais tu dictes quoi? Si tu mets pas les mots dans le bon ordre, c'est pas la machine qui va écrire pour toi. Oui effectivement c'est sûr que la maîtrise de la langue c'est un enjeu et avant même de s'abreuver de savoir il faut pouvoir le comprendre quoi, tout simplement. Ouais. Et la question que je me posais, c'était par rapport à cette lobotomisation là dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a une forme de servitude hein, finalement inconsciente. Mhm. Souhaite-t-on encore être libre? Est-ce qu'on ne souhaite pas plutôt le confort, la sécurité, chacun est bien chez soi dans son univers ouaté dont vous parliez tout à l'heure? Bien sûr. Bien Et sûr. finalement, la liberté, ça fait trop peur, quoi. C'est un Bien peu sûr. le mythe de la caverne, là, mais... Bien sûr. Bah ouais, mais c'est la Boétie qui a écrit le discours sur la servitude volontaire. Mais bien sûr, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Je te parle de ça. Dès qu'on n'est pas confronté à un accident de vie, que ce soit au niveau de sa santé, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, amoureux, on ne se remet pas en question, en fait. Et la société nous a justement asservis avec cette... et ça, c'est un des thèmes forts du tome 2 de mon livre, cette perte, en fait, d'indépendance, cette perte d'autonomie. Aujourd'hui, on a besoin de l'État-maman. L'État qui va nous verser des allocations familiales, vieillesse, voilà. L'État qui va répondre à nos besoins en nous fournissant voilà, l'eau, l'électricité. On n'est pas prêt à une rupture de la normalité. On a vu une rupture de la normalité où tous les gens se jetaient, tu vois, sur le supermarché, vider les rayons de pâtes, de On PQ. se bagarre pour du papier toilette ou du Nutella Un en truc promo. hallucinant. Bah, moi, Ouais. je suis mort de rire. Là, je te parle, je suis dans mon bunker, tu vois. J'ai 6 mois de réserve de bouffe. Et puis, voilà, moi, c'est pas un problème, hein, que ce soit l'essence, tout ça. Et chacun devrait être prévoyant, comme l'étaient nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, selon l'âge que l'on a. Oui, alors, c'est ça, c'est que là vous parliez de prévoyance. Vous faites des stocks chez vous. Je pense que beaucoup de personnes peuvent dire non mais ça va, la fin du monde c'est pas pour demain. Vous regardez- Je te parle pas de fin du monde. Je te parle de rupture de normalité. Va en parler à mes amis en Bretagne qui ont connu des inondations, qui n'ont pas pu sortir de Bien chez sûr, eux pendant ouais. une semaine. Voilà, des ruptures de. Puis là, faire gaffe avec tout ce qui se passe avec les camionneurs et tout. T'as plus d'essence. Oh ouais, je peux plus rouler. Tu sais, moi à Marseille, les gens allaient faire de l'essence avec une batte de baseball dans le coffre. Hein. Voilà, s'il te plaît, toi, d'être avec tous ces zombies là au supermarché pour quémander quoi, un paquet de pâtes. Ah oui, non mais c'est Le meilleur investissement que tu peux faire, je te dis, bon, à ceux qui nous écoutent là, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est acheter de la bouffe. Hein. Vous l'utiliserez toujours, hein. Vous aurez toujours besoin de manger. Hein. Donc voilà, que tu achètes un paquet de riz ou que tu achètes 20 kilos, c'est pareil. Hein. Oh oui, de toute Voilà. manière, ça conditionne la santé en Oui, plus. mais c'est ça. En fait, tu te rends compte, tous nos grands-parents avaient des réserves alimentaires. Des gens ne vivaient pas parqués comme des lapins dans des barres d'immeubles HLM, quoi, tu vois. Ça, c'est le progrès des années 60. Au début du siècle, 8 personnes sur 10 vivaient en campagne, on ne vivait pas en ville. Mais dès qu'on est arrivé en ville, si tu veux, tout ce contexte, si tu veux, urbain, nous a complètement coupé de la nature, et surtout de la réalité de nos besoins. Moi, j'ai plein d'amis qui habitent en ville, ils disent ouais, mais moi le dimanche soir, tiens, il me manque de l'huile, je vais, tu vois, aller à la petite
épicerie qui est en bas dans mon quartier, ils sont ouverts, voilà, quasiment 24 heures sur 24 et tout. C'est ça, c'est les services que tu as en ville, en fait. Et on s'est habitué à tout ça. Et dès que tu as une rupture de la normalité, tu es plutôt dans le caca. Donc voilà, ça c'est la vraie prévoyance, et la prévoyance, ça t'amène à la tranquillité. Et moi, ce que je recherche aujourd'hui, c'est être tranquille. Parce que je pense que envisager le pire, ça fait déjà trop peur pour beaucoup d'entre nous. Pourquoi tu envisages le pire? Enfin, non, mais le c'est pire, juste logique. La rupture Est-ce de que la tu normalité. prends, je sais pas, t'as une voiture? Non. Ok, Enfin, t'as pas de voiture. j'en ai eu une pendant pas mal de temps, mais plus maintenant. Non. Bon, ceux qui nous écoutent, si vous avez une voiture, vous avez une roue de secours. Ah bah, il faut, ouais. Ah bon? Pourquoi il faut? Bah, si jamais on crève, c'est quand même plus c'est sympa. pareil. Pourquoi la réserve alimentaire? T'aurais pas de quelques semaines d'avance pour bouffer chez toi? Ah oui, ouais, bah je suis entièrement d'accord, mais c'est vrai que ce côté justement un peu d'endormissement, on a tout le confort moderne, Grave, grave. encore plus maintenant avec les histoires de téléphone, on se fait tout livrer, etc. Ouais, c'est bien. On se pose zéro question sur que ferais-je si pas grand-chose en fin de compte se passe, quoi. Et je pense que beaucoup n'envisagent pas ça parce qu'ils ont déjà peur d'y penser. Donc Non, tout je va bien pense aller. pas. Je pense pas. Je pense qu'ils y pensent pas, tout simplement. Ouais, Ils y pensent pas. j'avais l'impression que c'était celui qui siffle dans la forêt parce qu'il a peur, vous voyez. On était un peu Je pense là-dessus. pas. Je pense pas. Une belle métaphore de tout ça, c'est Walking Dead. Il y a plein de séries en fait dystopiques, hein, mais quand tu en reviens aussi à la réalité, voilà, alors si c'est vrai que tu vas pas faire des réserves de jerrycan d'essence si tu habites dans un appartement, bien entendu. Mais voilà, c'est bien d'avoir des réserves d'eau, d'avoir des réserves alimentaires, réserves de médicaments, on sait jamais. Voilà. Puis c'est pratique. Quand il te manque du ketchup, t'en as un de rechange, tu vois, donc voilà. Le lait ketchup essentiel. C'est ça. Bon, merci beaucoup, Gilles. Je vous laisse le mot de la fin si vous voulez rajouter quelque chose sur votre actualité prochaine. Écoute, mon actualité c'est le Hit Club, donc ceux qui veulent me suivre, mais bon, c'est plutôt réservé à des initiés, donc c'est voilà, pour ceux qui me connaissent pas, vous me googlisez, vous regardez mes vidéos, je fais beaucoup de digressions. Digressions, c'est mes prises de parole que je fais sur Instagram, j'en envoie quelques-unes sur YouTube. Je poste pas beaucoup de choses depuis 2 ans sur YouTube en public parce que je suis régulièrement taxé, je suis censuré par rapport à mes propos, parce que je m'exprime beaucoup sur la situation d'aujourd'hui. Je trouve que c'est un devoir lorsqu'on a une parole qui porte. Peu importe si on est connu, plus ou moins connu, c'est d'en parler. Voilà, c'est de se positionner. Notre président nous a dit qu'on était en guerre. Quand on est en guerre, il faut choisir son camp. Donc voilà, clairement, moi j'ai choisi mon camp. Ceux qui me connaissent, et qui me suivent, sont pas forcément tous d'accord avec moi. Mais voilà, je me positionne et mon travail se trouve essentiellement dans mes livres. Et ma compétence, c'est surtout l'alimentation. Je travaille beaucoup aujourd'hui sur le renforcement du système immunitaire. Voilà, ce qu'il faut manger pour être en santé et puis pour pas choper de vilains virus. Voilà, et pas se retrouver aux hôpitaux parce que c'est plutôt dangereux aujourd'hui de finir dans un hôpital parce que nos hôpitaux partent en ruine, malheureusement. Voilà. Tu m'as demandé de conclure. Écoute, je vais conclure avec 3 choses. La première, c'est que je pense que c'est important de réfléchir aussi et de trouver un sens à sa vie. Pourquoi on travaille, pourquoi, c'est quoi notre sens de notre existence. La deuxième, c'est trouver le bon partenaire avec qui on va vivre sa vie, parce que c'est très important de ne pas être seul. Il vaut mieux être avec quelqu'un qui va être avec qui on va avoir des échanges et une certaine complicité. J'ai vu de nombreux couples, notamment ces dernières années, se séparer ou justement à cause de malentendus concernant la compréhension de ce qui se passe. Et ça, c'est important d'avoir toujours un échange et de trouver le bon partenaire.
Et troisièmement, pour moi c'est l'essentiel et c'est la baseline de mon club privé, c'est comprendre la société pour ne pas la subir. Voilà. J'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à travailler, à faire des choses et à pas forcément connaître le but de ce que je faisais ou je mettais en place. Et j'avais pas une bonne vision, une bonne compréhension de la société. Tu vois, un point très important qu'on n'a pas abordé, c'est la création monétaire. Ça, c'est juste énorme, énorme. Comment on crée la monnaie? Comment on crée la monnaie? Et ça, c'est une porte d'entrée qui est géniale. Qui est géniale. Voilà, je te remercie beaucoup pour cet échange. Voilà, c'est assez rare que je m'exprime en public sur ce type de sujet. Voilà, j'espère qu'on aura intéressé tes auditeurs et qu'ils auront la curiosité, voilà, de gratter. Mais oui, bien sûr. Ouais. Et je pense qu'il y a eu pas mal de graines semées tout au long de la discussion. Donc, merci beaucoup pour votre confiance. Et chers découvreurs, à très bientôt.